Bordeaux, automne 1975. L'automne en Gironde n'est pas une saison de déclin, mais une apothéose. C'est la saison des promesses tenues, celle où la terre, gorgée du soleil de l'été, offre aux hommes le fruit de leur labeur sous la forme de grappes lourdes et pourpres. Sur les coteaux de Saint-Émilion, le domaine viticole de Paul Dubois est l'incarnation même de cette plénitude. C'est une carte postale vivante, une image d'Épinal de la réussite française, celle qui se construit à la force des poignets sur les ruines d'un passé douloureux. La grande bâtisse en pierre blonde, une girondine du XVIIIe siècle, semble veiller avec une autorité bienveillante sur les rangs de vignes parfaitement alignés, qui ondulent à perte de vue. L'air est doux, vibrant du bourdonnement des derniers insectes et chargé du parfum entêtant du moût qui fermente dans les chais. C'est une odeur de vie, de continuité, de paix retrouvée. Au cœur de ce tableau idyllique se tient Paul Dubois. À 70 ans, il n'a rien d'un vieillard voûté par les années. Il est droit comme un cep, le visage buriné par des décennies de travail au grand air, un réseau de fines rides autour des yeux clairs qui témoignent d'une vie passée à scruter le ciel et la terre. Ses mains, larges et puissantes, sont celles d'un homme qui n'a jamais craint de plonger dans le sol pour en comprendre les secrets. Dans le village et au-delà, Paul Dubois est plus qu'un vigneron de talent. Il est une figure, une institution. On le salue avec un respect teinté d'admiration. On écoute ses avis sur le temps et la politique avec l'attention due à un patriarche. Ses vins, régulièrement primés dans les concours les plus prestigieux, ne sont que la manifestation la plus évidente de sa réussite. L'homme lui-même est un symbole, celui du survivant qui, après avoir tout perdu, a su renaître et reconstruire, un chêne qui a plié sous l'orage de l'histoire sans jamais rompre. Le dimanche, après la messe, sa maison s'emplit des rires de ses enfants et petits-enfants. Le salon, avec ses meubles de famille en bois sombre et ses tapis épais, respire la quiétude bourgeoise. Sur la cheminée monumentale, à côté des portraits de famille où se succèdent les générations, un objet attire immanquablement le regard. Posée sur un socle de velours rouge, une croix de guerre 1939-1945, sa barrette de bronze ternie par le temps, témoigne d'un autre pan de la vie de Paul Dubois. C'est une relique sacrée, le sceau de sa légitimité. Lorsqu'un visiteur, un ami ou un journaliste s'enquiert de sa provenance, le vieil homme esquisse un sourire empreint d'une modestie savamment étudiée. Il n'aime pas, dit-il, remuer ses vieux souvenirs. Pourtant, si l'on insiste un peu, la pudeur cède la place à une éloquence mesurée. C'était une autre vie, commence-t-il souvent, le regard perdu vers un point invisible par la fenêtre, comme s'il pouvait voir, par-delà les vignes paisibles, les montagnes escarpées de sa jeunesse. Et alors, il raconte. Il raconte le maquis, les nuits glaciales passées à la belle étoile, le ventre creux, l'oreille aux aguets. Il parle du Vercors. Le nom seul, prononcé avec une sorte de gravité solennelle, suffit à faire taire les conversations. Le Vercors, cette forteresse naturelle, ce bastion tragique et héroïque de la résistance, où de jeunes Français, à peine sortis de l'adolescence, tinrent tête à la Wehrmacht et à ses supplétifs. Dans les récits de Paul Dubois, le plateau devient un personnage à part entière, une terre âpre et magnifique, un sanctuaire de liberté et un tombeau à ciel ouvert. Il évoque les parachutages alliés dans les nuits sans lune, la course pour récupérer les précieux conteneurs avant l'ennemi. Il décrit la fraternité d'armes, ces liens plus forts que le sang tissé dans le danger permanent. Il parle des embuscades, des sabotages, de la peur sourde qui ne vous quitte jamais mais qu'il faut dompter. Ces histoires sont précises, mais jamais grandiloquentes. Il ne se met jamais en avant. Il est celui qui a eu de la chance, le survivant qui a le devoir de se souvenir pour ceux qui sont tombés. Nous n'étions que des gosses, murmure-t-il parfois, secouant la tête. Des gosses qui jouaient à la guerre contre des professionnels de la mort. Quand il parle de l'offensive allemande de juillet 1944, sa voix se brise légèrement. Il parle de la fin du Vercors libre, de la traque impitoyable, de la dispersion des maquisards, comme s'il y avait laissé une partie de son âme ensevelie sous les cendres de la ferme de Vassieux où tant des siens périrent. Personne ne songe à douter de la parole de Paul Dubois. Son récit est celui de la France éternelle, celle qui refuse de se soumettre. Son domaine viticole n'est pas seulement une entreprise florissante, c'est la preuve que la vie a triomphé, que le sang versé sur les plateaux arides du Vercors a nourri les racines de la paix et de la prospérité.
Le nectar ambré de son Saint-Émilion est comme un baume sur les cicatrices de la nation. Chaque bouteille vendue est une petite victoire posthume contre la barbarie. Paul Dubois, le héros discret, le vigneron respecté et la conscience tranquille de sa communauté, un fragment vivant de l'épopée nationale. Au même moment, à plus de 500 km de là, dans le silence feutré de la bibliothèque universitaire de Grenoble, une autre histoire, bien plus sombre, s'apprête à refaire surface. Julien Martel a 30 ans. C'est un jeune homme au visage sérieux, presque ascétique, animé par une flamme intérieure qui détonne avec la quiétude des lieux. Il ne poursuit pas une carrière universitaire par simple ambition académique. Son travail est une quête, une obsession intime. Il achève une thèse de doctorat sur un sujet encore tabou, une plaie mal refermée dans la mémoire collective française, l'histoire de la milice française dans la région Dauphiné-Savoie durant l'occupation. Pour Julien, cette histoire n'est pas qu'une affaire de documents et de concepts, elle a une résonance personnelle, douloureuse. Son grand-oncle, Antoine, était l'un de ces jeunes hommes du Vercors. Il avait tout juste 18 ans en juillet 1944. Une photo en noir et blanc, précieusement conservée par la famille, le montre souriant, le regard plein de cette arrogance candide de la jeunesse, quelques semaines avant sa mort. Il n'a pas été tué par une balle allemande lors d'un combat loyal. Antoine a été capturé, torturé, puis exécuté sommairement par des Français, par des miliciens, sur le plateau de la Molière. Son nom est gravé sur une stèle, parmi des dizaines d'autres. Pour la famille Martel, il est le martyr, le héros sacrifié. Pour Julien, il est le fantôme dont l'absence a façonné les silences et les chagrins de plusieurs générations. Comprendre comment et pourquoi des Français en étaient venus à pourchasser et à massacrer d'autres Français était pour lui plus qu'un sujet de thèse, c'était un devoir moral. Depuis des mois, Julien vit au rythme des archives. Il passe ses journées penché sur des liasses de documents jaunis, déchiffrant des rapports de gendarmerie d'époque, des lettres de dénonciation à l'écriture tantôt appliquée, tantôt haineuse, et des témoignages de survivants recueillis à la Libération, empreints d'une douleur encore à vif. Il a appris à connaître le visage hideux de la collaboration, non pas celle passive du quotidien, mais sa forme la plus active, la plus zélée, celle qui s'est mise au service de l'occupant avec une brutalité qui parfois surpassait celle de ses maîtres. Ce jour-là, il travaille sur un fonds d'archives particulièrement riche et chaotique. Les scellés de la commandanture de Grenoble, saisis en août 1944 dans le désordre de la débâcle allemande. La plupart des dossiers ont été classés, mais des dizaines de pochettes en carton aux intitulés vagues ou illisibles sommeillent encore dans l'oubli. C'est dans l'une d'elles, portant la simple mention manuscrite en allemand « Verschiedenes Verkors » divers Verkors, que sa quête va basculer. À l'intérieur, pas de rapports officiels, pas de liste de noms, juste une petite enveloppe en papier Kraft contenant une série de tirages photographiques amateurs de piètre qualité. Les images ont été prises avec un appareil simple, sans doute par un milicien désireux d'immortaliser ses exploits. Les premières photos sont presque banales dans leur abjection. Des jeunes hommes en uniforme noir de la milice, posant avec des armes, fumant des cigarettes, le sourire aux lèvres, dans un paysage de montagnes rocailleux. Ils ont l'air de gamins en colonie de vacances macabres. Puis, la série devient plus sombre. On y voit des prisonniers, les mains liées, le visage tuméfié, le regard vide de ceux qui savent que la fin est proche. Et soudain, une photo. Une image qui fait physiquement reculer Julien sur sa chaise, comme s'il venait de recevoir un coup. La nausée lui monte à la gorge. La scène se déroule devant une grange à moitié incendiée. Au premier plan, les corps de 5 ou 6 maquisards, jetés pêle-mêle sur le sol. Ils sont jeunes, certains presque des enfants. Leurs vêtements sont déchirés, leur corps porte les stigmates évidents de la violence. Debout, derrière ce trophée funèbre, un groupe de miliciens pose fièrement, le fusil à la bretelle. Il sourit à l'objectif. L'un d'eux, qui semble être un officier, domine le groupe. Il est jeune, peut-être 25 ans tout au plus. Son visage est encore juvénile, presque angélique s'il n'était déformé par un sourire carnassier, un rictus de triomphe absolu face à la mort qu'il vient de donner. Ses yeux clairs semblent briller d'une lueur froide, métallique. C'est le visage d'un prédateur, marqué par une cruauté qui n'est pas de circonstance, mais qui semble être l'essence même de son être. Un détail retient l'attention de Julien, un accident dans cette perfection glaçante. Une fine cicatrice blanche, presque invisible, qui court juste au-dessus de son sourcil gauche, comme une signature gravée dans la chair.
Julien reste pétrifié, la photographie tremblante entre ses doigts. Ce visage, il lui semble l'avoir déjà croisé. Pas dans la vie réelle, bien sûr, mais dans les mots d'autres. En relisant les témoignages qu'il a recueillis au fil des ans auprès des rares rescapés des exactions de la milice dans le Vercors, un nom, ou plutôt un surnom, revient sans cesse, comme un écho d'épouvante. Un chef de section particulièrement redouté, dont personne ne semblait connaître la véritable identité. Un homme qui se délectait de la souffrance de ses victimes. Les survivants le décrivaient comme un sadique qui prenait un plaisir pervers à mener lui-même les interrogatoires, à torturer les prisonniers pendant des heures avant de les achever d'une balle dans la nuque. Un homme dont la cruauté glaçait même ses propres camarades miliciers. Il l'avait surnommé le boucher du Vercors. Pris d'une intuition fiévreuse, Julien se plonge dans les dossiers d'épuration constitués après la guerre. Il cherche un milicien correspondant à cette description, un officier de la Franc-Garde de Grenoble, opérant dans le Vercors en juillet 1944. Il trouve des traces du boucher, des mentions dans des rapports, des accusations dans des procès d'autres collaborateurs. Mais le personnage principal reste insaisissable. Son dossier est désespérément vide. Une simple fiche indique son grade, son secteur d'opération et une mention laconique, presque décevante. Présumé disparu dans le chaos de la Libération, été 1944, probablement abattu par la résistance ou lynché par la population. Dossier classé. Le boucher s'était évaporé, volatilisé, ne laissant derrière lui que le souvenir de sa barbarie et cette unique photographie oubliée dans les archives d'un ennemi vainqué. Pour Julien, cette image devient une obsession. Il l'agrandit, l'épingle au-dessus de son bureau. Le visage du jeune tortionnaire le fixe en permanence, son sourire narquois semblant le défier par-delà les 30 années qui les séparent. Qui était-il? Comment un si jeune homme avait-il pu sombrer dans une telle abomination? Et surtout, était-il vraiment mort? Le chaos de la Libération avait été une période trouble, propice à toutes les disparitions, à toutes les réinventions. Des milliers de collaborateurs avaient fui, changé de nom, refait leur vie dans l'anonymat, en France ou à l'étranger. Et si le boucher n'était pas mort? Et s'il vivait quelque part, paisiblement, sa conscience en paix, ou son passé soigneusement enfoui? La question hante Julien, mais il n'a aucune piste. La photographie est anonyme, le dossier est vide. L'enquête semble dans une impasse avant même d'avoir commencé. Plusieurs mois passent. Nous sommes maintenant au printemps 1975. La thèse de Julien a bien avancé, mais l'image du jeune milicien au sourire cruel ne le quitte pas. C'est devenu le visage de l'énigme qu'il ne parvient pas à résoudre, le symbole de l'impunité qui le révolte. Un week-end, il se rend chez ses parents dans la banlieue de Lyon. C'est une parenthèse bienvenue, loin de la poussière des archives et de la solitude de son studio d'étudiant. Le dimanche midi, après un repas de famille simple et chaleureux, son père, amateur de bon vin, sort le dernier numéro de la Revue du Vin de France, un magazine qu'il lit religieusement. « Tiens, regarde ça, Julien, dit-il en tendant la revue à son fils. C'est un vigneron de Saint-Émilion qui vient de remporter le Grand Prix, un type formidable, un ancien du Vercors, comme ton grand-oncle. » Julien prend le magazine distraitement. Il le feuillette sans grand intérêt, ses pensées encore tournées vers ses recherches. Il passe des pages de publicité pour des grands crus, des articles techniques sur la vinification, puis il tombe sur le reportage en question. L'article, intitulé « Paul Dubois, la mémoire de la vigne et de la liberté », s'étale sur 4 pages. Une photographie en pleine page, magnifiquement composée, ouvre le sujet. Elle montre un homme âgé, aux cheveux blancs, debout au milieu de ses vignes baignées par une lumière dorée. Il lève son verre de vin rouge vers le ciel, un sourire de satisfaction sur son visage tanné par le soleil. C'est un portrait classique du vigneron triomphant, l'homme en communion avec sa terre. L'article est un panégyrique. Il loue la qualité exceptionnelle de son millésime, retrace son parcours exemplaire, celui d'un jeune résistant du Vercors, devenu l'un des viticulteurs les plus respectés de Bordeaux. Le journaliste cite abondamment Paul Dubois, qui évoque avec une émotion contenue ses frères d'armes tombés au champ d'honneur. Julien lit les premières lignes, puis son regard est instinctivement attiré par la grande photographie. Il observe le visage du vieil homme, ce visage qui incarne la sagesse et la réussite. Il y a quelque chose, un sentiment de malaise, une impression de déjà-vu qu'il ne parvient pas à identifier. Il plisse les yeux, se rapproche de la page. Le visage est ridé, marqué par les 70 années d'une vie bien remplie.
Mais sous la lumière crue du flash du photographe, un détail infime, presque effacé par les plis de la peau, se révèle soudain à lui. Une petite ligne, blanche, nacrée. Une cicatrice. Une fine cicatrice juste au-dessus de l'arcade sourcilière gauche. Le temps s'arrête, le bruit de la conversation familiale s'estompe, remplacé par un silence assourdissant dans la tête de Julien. Sa respiration se bloque dans sa poitrine. Le magazine glisse de ses mains moites et tombe sur le tapis. Il a l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Lentement, comme un somnambule, il se lève, monte dans sa chambre d'adolescent et revient avec la reproduction de la photo trouvée dans les archives allemandes. Il la pose à côté de la page du magazine. Les deux visages sont séparés par plus de 30 ans d'existence. L'un est jeune, lisse, cruel, l'autre est vieux, ridé, respectable. Le premier est celui d'un bourreau, le second celui d'un héros. Tout les oppose. Et pourtant, au-delà des ravages du temps, la structure osseuse est la même. La forme du nez, le dessin de la bouche, l'implantation des cheveux. Et surtout, il y a ces yeux clairs, cette lueur froide que le sourire du patriarche ne parvient pas tout à fait à masquer. Et puis, il y a cette signature, cette preuve irréfutable qui relie les deux époques, les deux identités, comme un pont maudit jeté par-dessus un abîme de mensonges. La cicatrice, fine, blanche, indubitable. À cet instant, pour Julien, le doute n'est plus permis. Une certitude vertigineuse et terrifiante s'empare de lui. L'honorable Paul Dubois, le héros décoré du Vercors, le vigneron adulé de Saint-Émilion, et le jeune tortionnaire anonyme au sourire carnassier, le sadique que l'on surnommait le boucher, ne font qu'un. Le monstre n'a pas disparu dans le chaos de la libération. Il n'a pas été puni. Il a changé de peau. Il s'est drapé dans le costume le plus respectable qui soit, celui de la victime devenue héros. Il a bâti son empire de paix et de prospérité sur un charnier. Le nectar qu'il offre au monde est issu d'une terre abreuvée de sang, et la cendre de ses victimes, que tous croyaient dispersées par les vents de l'histoire, vient de se rallumer en un brasier vengeur dans le cœur d'un jeune historien. La traque, interrompue pendant 31 ans, peut enfin commencer. La révélation dans le salon paisible de ses parents ne fut pas pour Julien Martel un éclair de génie, mais une déflagration. Le choc fut si violent, si total, qu'il lui laissa le goût du cuivre dans la bouche et un sifflement dans les oreilles. Le monde ordonné de sa recherche, fait de dates, de faits et de témoignages, venait de voler en éclats pour laisser place à une réalité monstrueuse et vivante. Le boucher du Vercors n'était pas une figure spectrale du passé, un fantôme cantonné aux pages jaunies des archives. Il était là, bien réel, incarné. Il avait un nom, une fortune et un visage respecté de tous. Il ne s'était pas contenté de survivre, il avait prospéré sur le silence et l'oubli, se fabriquant une nouvelle vie avec les lauriers volés à ceux qui l'avaient assassiné. Cette prise de conscience transforma le jeune historien. La distance académique, la prudence du chercheur, tout cela fut balayé par une vague de colère froide et déterminée. Son obsession pour le passé venait de trouver son incarnation dans le présent. Ce n'était plus une thèse qu'il écrivait, c'était un réquisitoire. Son devoir n'était plus seulement de comprendre, mais d'agir. Il devait confondre cet homme. Pour son grand-oncle Antoine, pour toutes les victimes anonymes du Vercors, et pour l'histoire elle-même, que Paul Dubois avait souillée avec une arrogance sans nom. Pendant plusieurs semaines, Julien vécut comme un reclus, non plus dans la poussière des archives, mais dans une fièvre stratégique. Il ne pouvait se présenter à Bordeaux en accusateur. Quelle crédibilité aurait-il? Un jeune étudiant en histoire contre un notable décoré de la Croix de guerre, un pilier de la société. On le prendrait pour un fou, un calomniateur. Dubois nierait, ses amis puissants le défendraient, et le monstre se terrerait plus profondément encore dans son mensonge. Non, il fallait être plus subtil. Il fallait l'approcher, le cerner, le forcer à se trahir lui-même. L'idée lui vint une nuit, aussi simple que redoutable. Il n'allait pas affronter le boucher, mais le héros. Il allait lui tendre le miroir de sa propre imposture. Il passa des jours à peaufiner son stratagème. Il contacta le domaine Dubois par téléphone, se présentant comme Julien Martel, historien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, préparant un ouvrage prestigieux pour une grande maison d'édition parisienne.
Le sujet, les vignes de la liberté, parcours croisé de vignerons issus de la résistance. Il expliqua que le parcours exceptionnel de M. Dubois, du maquis du Vercors au Grand Cru de Saint-Émilion, en faisait un chapitre central, un symbole de la résilience française. L'hameçon était parfaitement appâté. Comme il l'avait pressenti, la vanité du vieil homme fut la plus efficace des complices. Flatté qu'on s'intéresse une fois de plus à sa légende, Dubois accepta immédiatement un entretien. Un rendez-vous fut fixé pour le mois de septembre. Pour Julien, ces quelques semaines d'attente furent un supplice et une bénédiction. Un supplice car chaque jour qui passait était un jour de plus d'impunité pour le bourreau. Une bénédiction car ce temps lui était nécessaire pour fourbir ses armes. Il ne se contenta pas de relire ses notes. Il dévora tous les ouvrages, tous les témoignages, toutes les cartes d'état-major concernant le Vercors en 1944. Il mémorisa les noms des chefs de section, les indicatifs radios, les points de parachutage, les noms de code des opérations alliées, les sentiers de transhumance utilisés par les maquisards. Il se préparait non pas à une interview, mais à un interrogatoire. Le jour de l'entretien, en arrivant au domaine du bois, Julien sentit son cœur battre à se rompre. La beauté sereine des lieux, le soleil de fin d'été caressant les feuilles de vigne, tout cela formait un contraste presque insoutenable avec la noirceur de sa mission. Paul Dubois l'accueillit sur le perron de sa demeure, l'incarnation même de l'hospitalité gasconne. Il était chaleureux, le sourire facile, l'œil pétillant. Il fit visiter à Julien ses chais, lui expliquant avec passion les secrets de la vinification, le mariage de la terre et du savoir-faire. Debout, au milieu des fûts de chêne, l'imposteur était magnifique de crédibilité. Il offrit à Julien un verre de son meilleur cru, un Saint-Émilion de 1969, à la robe profonde et au bouquet cérémé. Complexe. Le vin, voyez-vous, jeune homme, c'est comme la mémoire, dit-il d'un ton professoral. Il faut du temps pour qu'il révèle toute sa vérité. Julien but une gorgée. Le vin lui parut avoir le goût de la cendre. Ils s'installèrent dans le grand salon, à quelques mètres de la fameuse croix de guerre. Julien sortit son carnet et son stylo, jouant son rôle d'historien admiratif. L'accueil avait été si cordial, la présence de Dubois si écrasante de fausse bonhomie, que le jeune homme sentit un instant le doute le tarauder. Et s'il s'était trompé? Si cette cicatrice n'était qu'une coïncidence absurde? Il balaya cette faiblesse d'un revers de la main et lança l'offensive. Il laissa d'abord Dubois dérouler son récit habituel, celui qu'il avait servi à tant de journalistes et d'admirateurs. Les nuits froides, la faim, la fraternité. Julien l'écoutait, hochant la tête, prenant des notes, attendant le bon moment. Puis, au détour d'une phrase, il posa sa première question, apparemment anodine. « C'est fascinant, monsieur Dubois. Vous étiez basé près de Saint-Martin-en-Vercors, si je ne me trompe. Pourriez-vous me décrire le sentier que vous empruntiez pour rejoindre le point de parachutage, atterrissage? Certains témoignages sont contradictoires à ce sujet. » Un silence imperceptible flotta dans la pièce. Le visage de Dubois se figea une fraction de seconde. Il balbutia. « Le sentier… Eh bien, vous savez, cela fait plus de 30 ans. Les montagnes se ressemblent toutes dans la nuit. » Julien insista, avec une fausse déférence. « Bien sûr, je comprends, mais vous deviez bien avoir des repères. Le col du Rousset peut-être, ou passiez-vous plutôt par la combe de la Sambu? Et quel était le nom de code de l'opération Union, celle de juin 44? Vous y avez participé, n'est-ce pas? » Chaque nom de lieu, chaque nom de code, était une pierre lancée dans la mare tranquille de son mensonge. Dubois devint visiblement mal à l'aise. Son regard se fit fuyant. Il se contredit, mélangea les dates, confondit le Vercors avec le maquis de l'Ain. Ses réponses devinrent vagues, générales. Il se réfugia derrière l'émotion, la douleur des souvenirs, le temps qui efface tout. Mais la vérité était éclatante aux yeux de Julien. Paul Dubois parlait du Vercors avec l'éloquence d'un livre d'histoire, qu'il aurait bien appris, mais pas avec la précision brute, charnelle, d'un souvenir vécu. Il connaissait la chanson, mais pas les paroles. Le héros venait de laisser entrevoir la première fissure dans son armure. En quittant le domaine, Julien ne ressentait plus de doute, mais une certitude glaciale. Il tenait une piste, mais il lui fallait une preuve irréfutable. Sa quête le mena à Lyon, dans le quartier populaire de la Croix de Vercors. Grand-Rousse. C'est là que vivait Marcel Chaillan, l'un des 3 derniers survivants connus du massacre où son grand-oncle Antoine avait péri. À 80 ans, Marcel était un homme frêle que la vie avait usé. Ses yeux, recouverts d'un voile laiteux, ne percevaient plus que des ombres.
Mais sa poignée de main était ferme et sa lucidité intacte. Julien passa un après-midi entier avec lui dans son petit appartement qui sentait la cire et le café. Il n'eut pas besoin de poser beaucoup de questions. Une fois la confiance établie, le vieil homme laissa le flot des souvenirs remonter, un torrent de douleur et d'horreur contenu pendant 31 ans. Il raconta la capture, les coups, l'humiliation. Et puis il parla de l'interrogatoire, mené non pas par un Allemand, mais par un jeune officier milicien. Il parla du boucher. Il ne se souvenait plus de son visage, effacé par les décennies et sa cécité naissante. Mais une chose, une seule, était restée gravée dans sa mémoire avec une netteté terrifiante. La voix. C'était une voix qui ne collait pas avec le personnage, murmura Marcel, ses mains noueuses crispées sur la poignée de sa canne. Une voix douce, presque mielleuse. Il vous appelait « mon petit », il vous tutoyait, comme s'il voulait vous rassurer. Il posait ses questions calmement, presque gentiment. On aurait pu croire qu'il voulait nous aider. Et puis, quand on refusait de parler, la voix changeait. Elle ne criait pas, non, c'était pire. Elle devenait un sifflement glacial, sans aucune émotion, qui vous transperçait jusqu'aux os. Et c'est juste après ce sifflement que les coups pleuvaient. Le vieil homme frissonna, malgré la chaleur de la pièce. C'est cette voix qui a hanté mes nuits pendant 30 ans. Pas les coups, pas la douleur, la voix de l'enfer. En écoutant Marcel, Julien sut ce qu'il lui restait à faire. Son plan, d'une audace folle, prit forme dans son esprit. Il lui fallait capturer cette voix. Quelques semaines plus tard, il appela de nouveau Paul Dubois. Il prétexta un oubli, des précisions nécessaires pour son livre. Il voulait, disait-il, consacrer un passage plus personnel à l'homme derrière le résistant, à sa jeunesse, à ses passions d'avant-guerre. L'ego de Dubois, une fois de plus, ne lui fit pas défaut. Il accepta un second et bref entretien. Cette fois, Julien était équipé. Dissimulé dans sa sacoche, un petit magnétophone à bande, un appareil modeste mais suffisant. Il était terrifié à l'idée que Dubois puisse le remarquer. Il retrouva le vigneron dans son bureau. Pour le mettre en confiance, il orienta la conversation sur des sujets légers. Son enfance en Charente, sa passion pour la poésie, ses premiers émois. Amoureux. Libéré de la nécessité de réciter sa leçon sur la résistance, Dubois se détendit. Sa voix se fit plus naturelle, plus chaude, celle d'un grand-père racontant des anecdotes à son petit-fils. Pendant une demi-heure, il parla, confiant, savourant cette attention portée à sa personne. Et pendant une demi-heure, dans le silence de la sacoche, les 2 petites bobines du magnétophone tournèrent, emprisonnant sur la bande magnétique la preuve que Julien était venu chercher. Le trajet en train de Bordeaux à Lyon fut le plus long de sa vie. Il tenait la précieuse cassette dans sa main comme une relique. 2 jours plus tard, il était de retour dans le petit appartement de la Croix-Rousse. Il n'expliqua pas tout à Marcel, se contentant de lui dire qu'il avait retrouvé l'enregistrement d'un témoignage qui pourrait l'intéresser. Le vieil homme, intrigué, accepta d'écouter. Julien posa le magnétophone sur la table du salon. L'atmosphère était lourde. Il sentait les battements de son propre cœur résonner dans ses tempes. Il appuya sur le bouton lecture. Après quelques secondes de grésillement, la voix de Paul Dubois s'éleva dans la pièce, calme et posée, racontant un souvenir anodin de sa jeunesse. « Et mon père me disait toujours que la terre, elle, ne ment jamais. C'est une leçon que je n'ai jamais oubliée. » À peine les premières intonations se firent-elles entendre que le vieil homme se crispa. Son corps entier se raidit sur sa chaise. Son visage, déjà pâle, devint cireux. Une sueur perla sur son front. La détente affichée quelques secondes plus tôt avait fait place à une terreur pure, primale. Il leva une main tremblante, comme pour repousser une menace invisible. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Puis, d'une voix étranglée, un murmure à peine audible, qui était pourtant un cri, « C'est lui !» La voix sur la bande continuait, suave et confiante. Le contraste était insoutenable. Marcel se recroquevilla sur lui-même, comme pour se protéger d'une agression physique. Il haletait. « Coupez !» supplia-t-il, le souffle coupé. « Fermez ça, c'est la voix de l'enfer !» Julien arrêta la bande. Le silence qui s'abattit sur la pièce était plus lourd encore que le son de la voix. Marcel tremblait de tous ses membres. Des larmes silencieuses coulaient de ses yeux morts.
31 ans après, le son seul de la voix de son tortionnaire avait suffi à le replonger dans l'horreur absolue. Pour Julien, ce fut le sceau de la vérité, une confirmation plus puissante que n'importe quelle preuve matérielle. Armé de cette reconnaissance poignante et du faisceau d'incohérences factuelles relevées lors de la première interview, Julien Martel sut que sa quête solitaire était terminée. Il était temps de passer le relais à la justice de la région. République. Il prit contact avec la brigade de recherche de la gendarmerie de Bordeaux. Au début, les enquêteurs furent sceptiques. L'histoire de ce jeune historien grenoblois avait tout d'une fable ou d'un fantasme. Accuser Paul Dubois, une légende locale, un héros de la Résistance, sur la base d'une vieille photo et de l'intuition d'un vieillard quasi aveugle, semblait pour le moins hasardeux. Mais la conviction de Julien, la précision de son argumentation et la gravité de ses accusations finirent par ébranler leur scepticisme. Par conscience professionnelle, ils acceptèrent de mener quelques vérifications discrètes. Ils commencèrent par les archives militaires. C'est là que le doute se mua en soupçon, puis en certitude. Le dossier de résistant de Paul Dubois présentait de sérieuses anomalies. Il était inhabituellement mince. Surtout, ils découvrirent qu'il avait été entièrement reconstitué en 1946, l'original ayant été prétendument perdu dans un incendie. Cette reconstitution reposait sur la base de 2 témoignages écrits émanant de prétendus compagnons d'armes. Après une enquête plus approfondie, les gendarmes découvrirent que l'un des 2 témoins était mort au combat 6 mois avant la date de sa déposition et que le second n'avait jamais existé. Le prestigieux passé de résistant de Paul Dubois n'était qu'une construction, un château de cartes bâti sur de faux témoignages et sur l'indolence d'une administration d'après-guerre débordée. L'étau venait de se resserrer de manière décisive. L'imposture était avérée. Restait à prouver le crime. La photographie et le témoignage de Marcel prenaient soudain tout leur poids. Le procureur, mis au courant, donna son feu vert. L'arrestation eut lieu un dimanche matin de la fin du mois d'octobre. Un dimanche baigné d'une lumière douce et dorée, comme seule la Gironde sait en offrir à l'orée de l'hiver. Au domaine du Bois, c'était jour de fête. La famille était réunie pour célébrer l'un des petits-enfants. Paul Dubois était au centre de l'attention, patriarche comblé, entouré de l'amour des siens, rayonnant de cette autorité tranquille que confère une vie de labeur et une conscience immaculée. Lorsque les 2 voitures banalisées de la gendarmerie remontèrent lentement l'allée de Platane, personne ne s'en émut. On pensa à des clients, à des amis. Mais quand 4 hommes en civil en descendirent et se dirigèrent d'un pas assuré vers le perron, les rires se turent. Le commandant de la brigade s'adressa à Paul Dubois d'une voix calme mais ferme. Il lui signifia son arrestation pour crime contre l'humanité. Le vieil homme ne dit rien. Son visage se décomposa. Toute couleur le quitta. Ce n'était plus le visage du héros buriné, mais un masque de cire grisâtre, celui d'un homme acculé qui voit s'effondrer en un instant l'édifice de toute une vie de mensonges. Alors que l'un des gendarmes lui passait les menottes au poignet, son regard croisa celui de son petit-fils de 12 ans qui le fixait, anéanti, le cadeau qu'il venait de recevoir tombé à ses pieds. Dans les yeux de cet enfant, Paul Dubois ne vit plus l'admiration, mais une incompréhension horrifiée qui était déjà le début du jugement. À cet instant précis, sous le soleil d'automne, au milieu des vignes qui avaient fait sa fortune et sa gloire, le masque tomba. Le masque du héros de la Résistance, du survivant respectable, du patriarche bienveillant. Il tomba pour révéler le visage nu, abject et inaltérable du bourreau. Le visage du boucher du Vercors qui s'était caché pendant 31 ans derrière l'image la plus sacrée, la plus intouchable de France, sa terre et son vin. La justice, patiente et implacable, venait enfin de le rattraper. Son long hivre